Donc, effectivement, évolution ou révolution, CreditSafe vous présente aujourd'hui ces nouvelles cartes de score. Pour animer cette conférence et vous permettre de comprendre pourquoi et comment CreditSafe fait évoluer son score, nous avons donc Damien Barthélémy, qui est directeur général de CreditSafe France Benelux. Damien introduira donc le sujet en exposant la vision et la position du groupe CreditSafe. Damien répondra donc au pourquoi CreditSafe fait évoluer son score. Nous avons également la participation de Rodolphe Denain, Vincent Abouchakourou, qui répondront au comment, quelle technologie CreditSafe a utilisée, quelles sont les données utilisées également, la méthodologie appliquée. Une attention particulière d'ailleurs sera portée sur l'usage, quels sont les bénéfices pour le client. Et également, un dernier point sera donc évoqué, comment CreditSafe accompagne ses clients, quelles sont les solutions et quels sont les outils à disposition pour justement vous permettre de migrer sur ce nouveau score. Donc, avant de donner la parole à Damien pour l'introduction, Rodolphe et Vincent, je vous laisse vous présenter. Avec plaisir, merci Diane. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de me croiser sur le terrain, parce que c'est vrai aussi que chez CreditSafe, vous savez, nous avons une proximité terrain assez forte et il m'arrive souvent de me déplacer et de visiter nos clients. Je suis Rodolphe Denain, donc tu as déjà expliqué que j'étais le directeur informatique de CreditSafe France et Belgique. J'ai plus de 20 ans d'expérience, pour me présenter rapidement, dans le management des systèmes d'information, management à la fois des équipes humaines et puis des équipes techniques, sur des projets liés notamment aux outils d'aide à la décision, de la business intelligence et du big data. Donc j'ai récupéré la chefferie du projet nouveau score CreditSafe, donc aujourd'hui je suis vraiment très heureux et je vous cache pas une part de fierté aussi de vous présenter en avant-première ce nouveau score. Merci Rodolphe. Vincent, peut-être, je te laisse te présenter. Oui, merci Diane. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Abouchakourou. Donc après un an passé auprès des utilisateurs CreditSafe sur les questions relatives au score CreditSafe, je suis depuis 1 an et demi donc dans l'équipe data spécialiste sur les données relatives au score CreditSafe. Voilà. Damien, je te laisse peut-être aussi te présenter. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence pour ce webinaire. Donc moi, je suis directeur de CreditSafe depuis la création en France en 2006. Voilà. Donc cette conférence est enregistrée. Un mail de remerciement vous sera adressé et donc vous pourrez retrouver le replay ainsi que la présentation. Et le replay sera également disponible depuis le site CreditSafe. Alors, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Sachez que vous avez Lina Kouya ainsi que Jérémy Pomar qui sont en ligne pour répondre directement et tout de suite à vos questions. Voilà. Alors maintenant, effectivement, rentrons donc dans le vif du sujet. Damien, donc je te laisse prendre la parole et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi CreditSafe modifie donc son score? Quelles ont été les raisons qui ont poussé CreditSafe, le groupe CreditSafe, à modifier son score? Oui, alors en fait, il y a une double raison, une raison locale et une raison internationale, parce que si la structure France a été créée en 2006, le groupe existe depuis 1997 et aujourd'hui, nous avons une équipe score internationale qui est chargée, on va dire, d'harmoniser la lecture des différents scores des pays. Chaque pays a son propre score, ses propres cartes de score, évidemment, à l'intérieur, qui répondent aussi à des problématiques locales, à une législation locale, etc. Mais on fait en sorte d'avoir une certaine harmonie dans la lecture des différentes cartes de score à l'international. Et l'équipe score composée de Camilla Frimel, qui est arrivée il y a quelques années, s'est chargée depuis ces 2-3 dernières années de complètement harmoniser l'ensemble, et principalement l'année dernière et cette année, d'harmoniser l'ensemble des approches scoring pour vos décisions au niveau international. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une raison locale, c'est-à-dire que les précédentes cartes de score, on va dire, la refonte complète des cartes de score date de 2013, donc ça fait déjà quelques années maintenant, 7 ans, que on se base sur des cartes qui ont évolué, on va dire, de façon ponctuelle, qui se sont adaptées, et certaines d'entre elles, je dirais, ont été
pas complètement remodelé, mais adapté suite aux changements liés à la confidentialité des comptes, par exemple, donc qui ont eu des impacts assez importants sur, on va dire, la vie des entreprises au niveau de la publication des données. Donc, on avait déjà fait des adaptations, bien sûr, et aussi des modèles qui évoluent en eux-mêmes par rapport à l'évolution, évidemment, de l'activité des défaillances par région, etc., par type d'activité qui est plus ou moins sinistré en fonction des périodes, mais une refonte complète n'avait pas eu lieu depuis 2013. Et donc, c'est tous les 7 ans environ qu'on est amené à complètement revoir nos cartes en profondeur, on va dire, en partant complètement d'une copie blanche. Donc, c'est une refonte qu'on a réalisée avec les équipes en France, avec les équipes de Rodolphe et avec nos équipes internationales, pour également pouvoir intégrer toute la chaîne de données liée au comportement de paiement qu'on a mise en place depuis maintenant quelques années, justement, tout le programme de comportement de paiement, notamment, qui est vraiment un indicateur d'identification de la faiblesse des entreprises, qui a été mis en place il y a quelques années et dont les données ont considérablement évolué parce qu'elles sont de plus en plus nourries et aujourd'hui suffisamment populées pour pouvoir directement intégrer nos cartes. Donc, tout l'investissement, tous les investissements qu'on a fait qui augmentent chaque année autour des programmes de comportement de paiement au sens large, Rodolphe nous en reparlera après, c'était vraiment le moment de pouvoir intégrer ces cartes au niveau de ces données, au niveau des dernières cartes de score. Ce qu'on n'a pas fait, en résumé, aussi, c'est littéralement intégrer les éléments de la crise, parce que là, il y a peu de défaillances, il n'y a pas plus de défaillances que d'habitude, on va dire, ces derniers mois relativement stables, après une baisse considérable versus l'an passé, les entreprises étant aidées, on va dire, par l'État, il y a une espèce de suspension des défaillances d'entreprises. Les vraies conséquences de la crise en matière de paiement, on commence à les voir, ça c'est clair, on communique régulièrement là-dessus d'ailleurs, mais les vraies conséquences de la crise en matière de défaillance et donc de prédiction de défaillance, on les verra dans quelques temps, dans facilement 1 an, même s'il y a des petits indicateurs qu'on peut voir, on va dire on travaille sur quelque chose de sérieux et il y a un vrai impact sur les cartes de score, ça ne sera pas tout de suite. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Rodolphe. En gros, voilà les principaux éléments pour lesquels on a été amené à retravailler sur nos cartes de score. D'accord, merci Damien. Effectivement, là, un petit horizon avec Rodolphe sur le marché sur lequel en fait CreditSafe évolue. En quoi justement, Rodolphe, les évolutions du marché, à savoir la technologie, la data, l'intelligence artificielle également, sont considérées comme des évolutions majeures et comment ont-elles été intégrées à ce projet justement, au projet d'évolution ? Alors, comme l'a expliqué Damien, au-delà d'un contexte structurel, nous avons aussi, d'un point de vue technologie, une révolution au niveau des outils, notamment liés à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, faire un score de prédiction de défaillance qui ne s'appuie pas sur ces nouvelles technologies-là, ce serait clairement un manque et ce serait clairement de se passer d'un outil performant. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle d'une révolution sur ce nouveau score. C'est qu'on a effectivement mis à profit l'application de l'intelligence artificielle pour venir nourrir nos cartes de score de variables potentielles éligibles à la prédiction de défaillance. Donc ça, c'est un point fort qui va rentrer dans cette révolution. Après, effectivement, il y a aussi le contexte qui change. L'avènement de l'open data fait aussi que cumulé à l'intelligence artificielle, on va avoir de plus en plus d'indicateurs, de plus en plus de sources différentes qui vont nous aider justement sur des entreprises qui potentiellement ne donneraient pas assez d'informations, de visibilité sur la sphère financière, on va dire, dans les publications de bilan notamment. On va pouvoir du coup améliorer ce score et augmenter encore en qualité sur la prédiction de défaillance. Je vois que là, on a mis… oui, excuse-moi Diane. Pardon. Ah non, excuse-moi, vas-y. Non, justement, j'allais dire qu'effectivement, en plus, CreditSafe anime depuis le mois de mars en fait une série de visioconférences qui permettent de faire le point de façon très régulière sur la situation. CreditSafe aussi suit au travers de son baromètre, que je rappelle qui est publié tous les trimestres, la défaillance, les délais, les retards de paiement, l'évolution aussi des privilèges, des contentieux, toutes ces données, des jugements et les sanctions, toutes ces données que vous allez nous exposer tout à l'heure. Alors justement, Rodolphe, on parle d'une moyenne de 52 000 défaillances par an. C'est une moyenne. Et aujourd'hui, où en sommes-nous précisément ? Comme vous l'a mentionné précédemment, Damien, on est sur… là, on vous a exposé un petit graphique assez intéressant. Voilà. Vous voyez les courbes qui représentent l'évolution des défaillances sur les 3 dernières années, 2018 en bleu, 2019 en orange et 2020 en vert, en parallèle avec les créations d'entreprises que vous voyez en barre.
Comme tu l'as justement dit, Diane, nous observons en moyenne entre 50 et 52 000 défaillances par an. Alors sur ce graphique, on entend par défaillance les liquidations et les redressements judiciaires. Hein. On ne prend pas en compte les plans de continuation parce que chacun de nos confrères n'a pas forcément la même définition de défaillance, mais à notre sens, c'est la définition la plus juste. Donc on voit clairement sur ce graphe qu'on a un contexte exceptionnel lié à la crise du Covid. Hein. On voit très bien se dessiner sur ce graphique la suspension des tribunaux de commerce, la suspension de la diffusion d'informations liées aux défaillances à partir de mars, et on la voit nettement regrimper. En moyenne, à aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est à peu près sur le même trend que 2018-2019. Au 1er décembre 2020, on était à 1500 défaillances en moins que 2019. Donc bon, on peut peut-être s'avancer un petit peu en disant qu'on va peut-être dépasser de 5%, peut-être 10%, il y a un grand maximum par rapport à l'année dernière, mais il n'y a pas forcément une augmentation exponentielle. Et comme l'a bien expliqué Damien, de par les mesures du gouvernement et puis de par cette situation qui est un peu exceptionnelle. Alors je me permets d'ouvrir une parenthèse. À ce niveau-là, puisqu'on parle quand même de conception de carte de score, il est bien évident que quand on construit une carte de score, on se base sur des périodes d'observation hors période exceptionnelle, et c'est bien évidemment ce qu'ont fait nos équipes internationales, françaises, suédoises, sur ce sujet, parce que sinon, effectivement, si vous prenez en compte l'exceptionnel, forcément, votre moteur de score ne sera valable que dans un contexte exceptionnel. Par contre, ne pas agrémenter ou ne pas fournir d'indicateurs supplémentaires liés à défaillance par rapport à un contexte exceptionnel serait pour nous aussi une faute. Mais comme vous le savez déjà, sans doute, CreditSafe, depuis le début de la situation Covid, propose des indicateurs complémentaires. On y reviendra tout au long de ces webinaires, bien évidemment, pour vous rappeler de nos points forts liés au score de solvabilité. D'accord. Ben, écoute, parfait. Merci, Rodolphe. Alors, effectivement, Vincent, dans l'utilisation d'un score, les entreprises cherchent de la précision. Elles veulent visualiser des classes de risque, elles veulent identifier des profils d'entreprise. Quelles sont en fait les différentes cartes de score qui composent justement ce nouveau score? Oui, merci Diane. Alors, effectivement, nous avons aujourd'hui 7 cartes de score pour ce nouveau score, ce nouveau modèle de prédiction de la défaillance. Alors, je vais commencer par une petite définition. Une carte de score, c'est une lentille, et c'est la lentille à travers laquelle le modèle de prédiction va analyser les données d'une entreprise. Donc, l'intérêt d'avoir plusieurs cartes de score, c'est effectivement d'avoir plusieurs regards possibles adaptés aux spécificités des entreprises. Nous avons aujourd'hui 7 cartes de score. Donc, alors pourquoi pas 10, pourquoi pas 15 ? C'est lié au fait que plus l'on va diviser une population en sous-populations, plus ces sous-populations seront réduites, et donc plus il sera difficile de tirer des conclusions statistiques à l'étude de ces populations. Donc nous avons aujourd'hui 7 cartes de score pour ce nouveau modèle. La ligne directrice de la séparation entre les différentes sous-populations, la ligne directrice tient à l'obligation de déclaration des comptes. Donc, nous avons d'un côté 5 cartes de score qui apparaissent sur la figure, donc avec une étiquette jaune, qui correspondent aux entreprises qui ont obligation de déclarer leurs comptes. Lorsque les comptes sont disponibles, ces entreprises sont séparées par taille. Donc, on voit effectivement une carte micro-entreprise, petites entreprises, et une autre carte moyenne et grandes entreprises, où effectivement vont être utilisés le total bilan, le chiffre d'affaires et les effectifs pour mesurer la taille de l'entreprise. Nous avons essayé autant que possible de nous rapprocher des définitions de taille d'entreprise qui sont préconisées par l'INSEE. Donc toujours dans parmi ces 5 cartes de score qui concernent les entreprises avec obligation de déclaration des comptes, lorsque les comptes sont absents, les entreprises seront distinguées par leur âge. Donc nous avons sur la gauche de la figure que l'on voit à l'écran, effectivement les entreprises sans bilan anciennes, donc qui ont plus de 24 mois, et les entreprises nouvelles, moins de 24 mois, sans bilan, mais avec obligation de déclaration des comptes. Donc cela couvre 5 cartes de score. Pour les 2 cartes de score restantes, effectivement, cela concerne les entreprises sans obligation de déclaration des comptes. Elles seront distinguées par leur forme juridique. Donc nous aurons une carte de score plutôt consacrée aux affaires personnelles, entreprises individuelles, artisans commerçants.
et une autre carte de score plutôt consacrée aux autres entreprises sans obligation de déclaration, en tout cas aux autres entités, donc associations, sociétés civiles immobilières, sociétés civiles professionnelles, etc. D'accord. Alors, j'imagine que pour définir une segmentation, Vincent, il faut un volume conséquent en fait de variables, d'informations qui doivent être analysées pour retenir en fait ce qu'on appelle les plus discriminantes, c'est-à-dire des informations qui soient capables de d'écrire, d'expliquer et de prédire. Combien en font-ils selon toi? Enfin, y a-t-il aussi également une méthode? Et comment sait-on qu'une segmentation est plus pertinente qu'une autre au final? Alors, pour ce qui concerne, je dirais, le niveau de prédiction des variables, nous mesurons en fait l'intensité du signal lié à une variable. Simplement, nous observons les entreprises qui présentent un critère et nous observons par la suite les entreprises, parmi ces entreprises qui présentent ce critère, lesquelles sont parties en défaillance. Pour ce qui est effectivement de la capacité de prédiction du modèle, nous utilisons l'indicateur qui est le coefficient de Gini. J'allais te dire, du coup, qu'est-ce que le coefficient ou l'indice de Gini? Quel est son rôle? Et surtout, est-ce que CreditSafe l'applique et pourquoi il l'a appliqué en fait? Alors si je puis me permettre, Diane, je voulais aussi intervenir sur la segmentation. Vincent ne m'en voudra pas, j'espère. Et je voulais souligner en tout cas l'intérêt aussi de découper ces cartes de score en fonction des publications de bilan. C'est le moment ici de rappeler que CreditSafe est un acteur du marché qui a accès au bilan confidentiel ou semi-confidentiel, donc depuis les dernières lois Macron, et qui permettent du coup d'injecter toutes ces données financières qui ont du sens dans un score de correction de défaillance dans notre moteur de score. Aujourd'hui, une société comme CreditSafe brasse en moyenne par an entre 1,4 million et 1,5 million bilans dans ses bases de données. Et ça serait dommage de se passer d'un tel carburant, d'où aussi une orientation de cette segmentation par rapport à ces données financières. Ensuite, effectivement, sans vouloir couper l'herbe sous le pied de Vincent, nos statisticiens, en fait, pour valider la prédictibilité de nos scores par carte de score, appliquent ce qu'on appelle, et c'est un indicateur classique sur la statistique quand on doit mesurer notamment du scoring, l'efficacité d'un scoring, on va utiliser le coefficient de Gini. Voilà. Et donc là, on vous a mis, à titre d'exemple, le dernier coefficient de Gini sur ces nouvelles cartes de score que vous pouvez observer en orange. Et par rapport à notre ancienne carte de score, là on a ciblé les cartes moyennes et grandes entreprises. Et donc, on va voir que cette courbe est plus étendue et plus importante. Donc, on atteint les 71,3% sur cette carte de score. Alors, pour ceux qui sont comme moi, pas forcément rompus à la statistique ou aux maths, ou qui n'ont pas fait maths sup, maths spé, pour vous donner concrètement la signification de l'indicateur de Gini, plus on tend vers 0, en fait, plus qu'on temps à prédire va être distribué de la même façon suivant nos paliers de scoring, si vous voulez. Donc, ça voudrait dire que nos scores, en fait, n'auraient aucune signification. Et plus on tend vers 100, plus on a une précision accrue dans la prédiction de défaillance et plus nos notes négatives vont comporter effectivement les entreprises qui vont finalement partir en défaillance. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'effectivement, d'un point de vue statistique, on est sur une évolution parce que là, on voit que la courbe est supérieure et donc on est fiers aujourd'hui de pouvoir annoncer que notre carte, nos nouveaux moteurs de score va être plus prédictifs. D'accord. Alors, merci. Donc, en transition, donc là, nous allons rentrer effectivement dans une seconde partie de cette conférence. Nous venons de comprendre pourquoi, en fait, CreditSafe a fait évoluer ses cartes de score. Les nouvelles cartes de score, comme on vient de le dire, améliorent donc la prédictibilité pour permettre aux utilisateurs donc d'anticiper les risques et notamment le risque de défaillance des tiers avec lesquels ils s'engagent. Voyons à présent, en fait, les avantages que procure ce score. Quels sont les bénéfices utilisateurs? Alors, avant effectivement de rentrer dans le détail et puis de vous révéler quelques éléments forts de ce nouveau score,
Les avantages, d'un point de vue très générique, ils sont multiples. Effectivement, on va augmenter le niveau de prédictibilité de la défaillance. On va s'appuyer, et pour ce faire, on s'appuie sur des données supplémentaires, comme on vous l'a dit en introduction avec Damien, des données supplémentaires qu'on va récupérer sur l'open data, parfois, mais pas tout le temps. CreditSafe est une société qui continue d'investir massivement sur des données, notamment sur les contentieux, dont on va détailler un petit peu l'intérêt des contentieux, des actions en justice, pour vulgariser un petit peu le terme, dans notre nouveau moteur de score. Et du coup, en fait, grâce à ce brassage de nouvelles données, on va être capable justement de mieux prédire. Là, on avait un peu plus de mal auparavant sur des sociétés qui donnent très peu de signaux. On va être capable justement de mieux prédire cette défaillance. Donc, on va couvrir vraiment un périmètre plus large sur la prédiction de défaillance. Et donc, tout cela pour effectivement vous offrir de meilleures opportunités commerciales et encore mieux sécuriser vos postes clients qu'avant. Donc, on est vraiment à mi-chemin entre l'évolution et la révolution pour revenir au titre du webinaire. Parfait. Merci, Rodolphe. Effectivement, donc maintenant, découvrons en fait ces fameux signaux que CreditSafe a identifiés comme étant des signaux forts et des signaux faibles. Donc, on verra avec Vincent quels sont justement ces différents signaux. Ici, l'analyse approfondie en fait du cycle de défaillance met en évidence différentes phases, comme on peut le voir, différentes étapes qui, si on détient l'information, peuvent permettre d'anticiper et de gérer justement le risque et donc de se prémunir. Vincent, avant de nous présenter les différentes données variables, peux-tu nous présenter, nous expliquer justement ces différentes phases ou étapes qui permettent de déceler un risque de défaillance, et quelle est la première étape justement, quel est le premier signal? Alors effectivement, dans la mesure où la défaillance correspond à l'insolvabilité d'une entreprise, la première étape, c'est effectivement l'absence de paiement. Et donc le retard qui commence par un retard de paiement. Donc sur la figure que l'on voit, effectivement, plus on se déplace de la gauche vers la droite, plus on se rapproche de la défaillance dans la temporalité. Donc les signaux qu'on voit sur la gauche, donc que ce soit les données liées au bilan, les retards de paiement ou effectivement les procédures de recouvrement, ces informations peuvent être les premiers signes, les premiers de plusieurs signes qui vont s'inscrire qui vont mener en fait à la défaillance d'une entreprise. Il y a également, et on va le voir sur je dirais par la suite, sur quelques exemples en tout cas, à mesure également que l'on se rapproche que l'on va vers la droite de la figure, la proportion de défaillance des entreprises qui observent l'apparition de ces critères est élevée. Donc nous allons voir typiquement les deux exemples qui figurent à droite, les inscriptions de privilèges et les contentieux primitifs, donc ce qui concerne les actions en justice. Nous verrons qu'effectivement la proportion d'entreprises en défaillance est plus élevée. Mais simplement, l'ensemble des signaux qui figurent sur cette fresque, effectivement, sont à prendre en compte, puisque les signaux de la gauche peuvent être les premiers indicateurs d'une défaillance. Oui, effectivement, on voit une montée en puissance, on va dire, qui sont des signaux à prendre en considération. Alors justement, peut-être, voilà, maintenant rentrons dans décortiquons plutôt, on va dire, ces données, ces informations. Vincent, je te laisse peut-être effectivement nous présenter les différentes variables qui sont prises en considération. Oui, alors effectivement, donc nous commençons par l'exemple des actions en justice, donc des contentieux, qui figurait plutôt sur la droite du graphique que nous avons vu à l'instant. Donc sur la droite, ce qui signifie une proportion de défaillance plutôt élevée. Sur le graphique que l'on voit à l'écran, une étude a été faite sur les entreprises qui présentaient 2 actions en justice en position de défendeur avant le 31 décembre 2018. Parmi ces entreprises, 23% ont présenté un jugement de défaillance après cette date du 31/12/2018. Donc c'est effectivement une proportion de défaillance à 2 chiffres, ce qui nous amenait en fait à la qualifier de signe fort. On voit sur le graphique que plus une entreprise enregistre de contentieux d'actions en justice en position de défendeur, plus effectivement la proportion de défaillance augmente.
Alors, les actions en justice font partie d'un nouveau type de données, donc qui vont être, c'est une nouveauté dans ce nouveau modèle de prédiction, ce nouveau score Credit Safe. C'est effectivement une nouvelle donnée. Nous allons voir par la suite que nous avons également, je dirais, une lecture plus intelligente de certaines données dont nous disposions déjà. D'accord. Si je puis me permettre, Vincent et Diane, quand on arrive sur des taux de défaillance à 20-25%, on est vraiment dans une prédictivité très très forte. Donc aujourd'hui, un confrère, et on sait que tous nos confrères n'ont pas accès à ce genre d'informations, qui construit un score de prédiction de défaillance sans prendre en compte ce genre de données, c'est forcément une lacune, à mon sens. On ne peut pas aujourd'hui sortir un score, être en 2020 et sortir un score en ayant des œillères sur ce genre de faits, des actions en justice. Et là, en l'occurrence, oui, quand on arrive au-dessus de 15, 20, 25%, c'est comparable à des privilèges URSSAF qui sont eux aussi historiquement très prédictifs dans la défaillance des entreprises à 12 mois. Donc c'est vraiment un point fort de ce nouveau score et approuvé statistiquement, comme vient de nous montrer Vincent. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus et on va passer aux autres points forts de ce score. Voilà, autre point fort, justement, Vincent, les capitaux propres négatifs. Alors oui, je parlais d'informations dont nous disposions déjà et pour lesquelles nous avions une lecture plus intelligente. C'est le cas pour les capitaux propres négatifs qui pourraient, qui en tout cas peuvent suivre aujourd'hui une règle plutôt binaire qui consisterait à associer systématiquement un risque très élevé. Effectivement, le nouveau modèle de prédiction est capable de distinguer les situations de capitaux propres négatifs choisies des situations de capitaux propres négatifs subies, donc de distinguer la facilitation comptable de la contre-performance. Et l'on voit que sur la figure qui apparaît à l'écran, la distribution des scores des entreprises qui présentent des capitaux propres négatifs sans rattachement à un groupe, et nous disposons aujourd'hui d'éléments qui viennent s'ajouter, je dirais, à l'occurrence d'une situation de capitaux propres négatifs, et ces éléments permettent donc d'avoir une lecture plus, je dirais, plus précise, plus fine, merci Rodolphe, de la situation. Alors, ce que l'on voit, en tout cas sur ce graphique, c'est que majoritairement cette population reste je dirais, avec un score en risque élevé, donc reste en rouge, ce qui prouve néanmoins que effectivement l'intention de cette règle binaire qui consiste à appliquer un risque très élevé systématiquement, l'intention est tout à fait appropriée, mais qu'effectivement une précision, en tout cas de la lecture, était possible. C'est effectivement, Vincent, un des points forts aussi de ce nouveau score, d'avoir l'intelligence d'interpréter une variable selon un contexte, selon multiples variables, et de sortir un petit peu de cette analyse binaire. Effectivement, une société qui a des capitaux propres négatifs, c'est un signal plutôt mauvais dans le terme de prédiction de défaillance, et c'est l'ancien score le sanctionnait très justement. Et on le voit là encore sur ce graphique-là. On va dire que plus de 70% des entreprises qui ne sont pas rattachées à un groupe et qui ont des capitaux propres négatifs seront vraiment dans la prédiction très forte de la défaillance à 12 mois, donc elles seront entre guillemets sanctionnées. Par contre, ce nouveau score a cette intelligence aussi, lorsqu'une entreprise va appartenir à un groupe, d'identifier, et encore une fois sans trop vous en dire sur l'ensemble des variables qui peuvent intervenir à ce niveau-là, et le moteur de score 2021 va avoir cette capacité à identifier que c'est plutôt une situation voulue. Alors avec des variables, on peut livrer celle-ci, celle que je viens de vous donner, si elle appartient à un groupe, ou les capitaux, ou la capacité de recapitaliser cette structure est très très importante. Ce score va savoir gérer ces nouveaux cas et va avoir une lecture vraiment plus fine et plus intelligente de ces cas précis, de cette interprétation des capitaux propres négatifs. Donc c'est vraiment encore un atout que nous sommes heureux et fiers de livrer dans cette nouvelle mouture 2021. D'accord. Donc on vient de voir effectivement les actions en justice, l'interprétation des capitaux propres. Maintenant, autre variable. Excusez-moi, parce que je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, pardon. Ça passait, oh là là. Voilà, excusez-moi. Les joies du direct, Diane. Donc, autre variable, le suivi privilège.
Tout à fait. Alors, pour le graphique que l'on voit à l'écran, ce seront les inscriptions donc de privilèges donc qui figuraient sur la fresque qui avait été présentée, plutôt à droite, puisque on voit encore une fois des proportions de défaillance à 2 chiffres, donc similaires à ce que l'on a pu voir sur les actions en justice, et encore une fois une courbe ascendante, puisque plus une entreprise registre d'inscription de privilèges, plus le risque, en tout cas, d'entrer en défaillance est important. Sur cette information des inscriptions de privilèges, nous avons également une lecture plus intelligente, puisque à la fois le nombre de privilèges, donc la fréquence je dirais d'apparition des inscriptions de privilèges, mais également le montant du privilège est ici rapporté au chiffre d'affaires de l'entreprise lorsqu'il est disponible. Et c'est effectivement encore une fois je dirais une interprétation de l'information avec une intention tout à fait appropriée, mais avec une précision, avec plus de précision pour ce nouveau modèle. Alors, à la vue de ces chiffres, en tout cas, et de ces proportions de défaillance élevées, hein, puisqu'on voit 16%, 21%, 34%, les inscriptions de privilèges constituent une information clé, une information importante, et donc il est important que nous puissions disposer sur les entreprises les plus sujettes aux inscriptions de privilèges. Et nous avons pris des dispositions, Rodolphe, à ce sujet. Tout à fait, Vincent, tu fais bien de le souligner. Quand on voit l'impact sur l'apparition de défaillance d'un privilège URSSAF ou Trésor, et qui est assez important. Alors, encore une fois, tu as bien fait de souligner que la nouveauté de ce nouveau score sera une lecture encore un petit peu à l'image du cas précédent, une lecture plus intelligente, parce qu'effectivement, certaines entreprises peuvent avoir des privilèges trésors mis en relation avec leur chiffre d'affaires ou leurs capitaux, et du coup ne pas être inquiété sur une défaillance future. Donc ça, ce sont des nouveautés que le score 2021 prend bien en compte. Mais devant la prédictibilité de ce genre de variables, on se doit effectivement d'avoir le maximum d'informations en ce qui concerne les suivis privilèges. Et CreditSafe est l'acteur du marché qui possède le plus de suivis privilèges en France. Et il est utile ici de préciser aussi que on a parlé en préambule de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que ça peut être un buzzword dans le monde de la prédiction de défaillance. Nous, on se sert vraiment de l'intelligence artificielle pour mieux définir l'information en amont. Donc, il faut savoir que dans ce cadre-là, nous avons développé des réseaux de neurones qui sont capables avec un taux de précision à plus de 75%, de vous dire si oui ou non cette société est sujette à avoir un privilège dans les 12 ou 15, 24 prochains mois. Et donc, du coup, si ça vaut le coup de donner un coup au niveau des greffes et poursuivre ces entreprises-là en termes de suivi privilège. Donc, ça aussi, ça aide. La quantité, c'est bien, mais la qualité du suivi, c'est encore mieux. Et ça aide de nous positionner au top sur ces deux créneaux-là. Juste pour compléter ce que vient de dire Rodolphe, faut savoir que depuis la dernière carte de score, donc depuis 2013, juste concernant les privilèges d'investissement additionnels, je dis bien additionnels à ce qui était cumulé depuis cette époque-là, de ce qui était déjà prévu à l'époque, est de l'ordre de 4 millions d'euros. C'est juste en matière d'investissement sur une donnée, parce que c'est évidemment une donnée qui est particulièrement importante et significative dans la défaillance des entreprises. Ouais, tout à fait. Merci Damien, merci Rodolphe. Peut-être pouvons-nous passer encore une fois, puisque ce n'est pas fini, nous découvrons encore d'autres variables, comme on vient de le dire, action en justice, capitaux propres, suivi privilège. Et maintenant, Vincent, je te laisse peut-être nous présenter effectivement l'analyse des ratios financiers. Tout à fait, merci Diane. Alors on voit effectivement 4 graphiques à l'écran qui correspondent à 4 ratios financiers, qui sont effectivement les 4 ratios que nous utilisons dans notre indicateur d'exposition. On voit en tout cas un comportement similaire, alors dans des proportions plus contenues, mais on voit un comportement similaire de la courbe qui apparaît sur chacun de ces graphiques, donc une courbe ascendante à mesure que la qualité du ratio se dégrade, et donc qu'on passe de A à D, la proportion d'entreprises en défaillance augmente. Cette proportion est plus contenue que sur les exemples que l'on a vus, hein, que ce soit les actions en justice ou les privilèges. Néanmoins, ces signaux constituent en tout cas viennent s'inscrire dans le faisceau d'indicateurs dont nous disposons
pour prédire la défaillance. Petite exception faite au ratio de performance où effectivement, lorsqu'il est de qualité D, nous avons une proportion de défaillance à 2 chiffres. Oui. Il est important de souligner, Diane et Vincent ici, qu'effectivement, avec la collecte dont on a parlé en introduction des bilans, met à notre disposition un panel d'informations sur lesquelles on ne peut pas passer à côté. Donc, on va avoir des analyses beaucoup plus fines des indicateurs financiers. Et là, sur ce slide, il est quand même important de rappeler à notre auditoire que aujourd'hui, on a plus de 11 millions d'entreprises actives en France et que, comme on vous l'a dit en introduction, à peu près 50 000 d'entre elles partent en défaillance. Donc, on cherche à prédire 0,5% de la population des 11 millions. Donc, on cherche vraiment à prédire un phénomène qu'on pourrait qualifier de rare par rapport au nombre à la population totale que l'on analyse. Et donc, en rapport avec ce taux de 0,5%, on peut comprendre déjà que quand on a 3% ou 2,8% de détection de défaillance, on est déjà sur des taux intéressants en termes de statistiques et d'analyse. Et donc, toutes ces valeurs et ratios analysés financiers viennent agrémenter et viennent nous donner des armes supplémentaires sur notre moteur de scoring 2021. Merci Rodolphe. Tout à fait. Oui. Tu as rajouté quelque chose, Vincent, peut-être? Ou alors, voilà, autre information à regarder, les retards de bilan. Oui, tout à fait. Alors, c'était effectivement le lien peut se faire entre les retards de bilan et les ratios que l'on a vus précédemment, puisqu'on voit, en tout cas, à l'observation des proportions de défaillance sur le graphique, que les retards de bilan, donc l'absence de déclaration des comptes de la part d'une entreprise, peut être aussi parlant que certains ratios financiers, puisque l'on voit sur le graphique que pour les micro-entreprises, par exemple, la proportion de défaillance est de 5% lorsque nous observons un retard de bilan. Un retard de bilan correspond à un bilan dont la date de clôture a plus de 2 ans, à la date de l'observation. On voit que pour ces micro-entreprises qui représentent, en tout cas, le retard de bilan est un phénomène à prendre en compte, puisque les micro-entreprises représentent 78% des entreprises avec bilan. Donc c'est une part importante de la population qui est concernée par cette proportion de défaillance à 5%. On voit aussi qu'à mesure effectivement que la taille de l'entreprise augmente, donc les petites entreprises et les moyennes et grandes entreprises, on voit que la proportion de défaillance diminue. C'est également là, ça nous fait un rappel en tout cas avec la segmentation qui a été présentée précédemment, puisqu'on voit qu'un même comportement peut avoir des conséquences différentes pour des catégories d'entreprises différentes. Donc c'est là aussi, ce graphique nous permet, est un exemple concret de l'intérêt de la segmentation et donc de séparer une population à travers plusieurs cartes de score. Très bien. Merci Vincent. Qu'est-ce que tu peux nous dire effectivement, puisque là on prend encore en considération encore une nouvelle information sur pourquoi les sanctions de la DGCCRF, quels sont leur impact justement dans cette analyse, dans cette approche? Effectivement, nous avons les sanctions de DGCCRF ainsi que les contrôles sanitaires menés sur les établissements alimentaires. Nous avons récupéré ces données sur environ 50 000 entreprises et nous sommes en mesure, en tout cas aujourd'hui, de les prendre en compte pour ce nouveau modèle de prédiction. Pour l'exemple des contrôles sanitaires, on voit, alors on commence avec les cas que l'on a vus depuis le début de la présentation, on commence à reconnaître le comportement. Encore une fois, une courbe ascendante, une proportion de défaillance qui augmente à mesure que le verdict du contrôle sanitaire est, virulent. Donc on voit bien pour les entreprises, pour les établissements qui ont reçu un contrôle à corriger de manière urgente, donc normes sanitaires à corriger de manière urgente, la proportion de défaillance est à 6,2%. Alors ça peut concerner des établissements de distribution alimentaire, de restauration ou de production de biens alimentaires. Là où on peut appuyer, Vincent aussi, c'est que ce genre de données
vient compléter parfois le manque d'informations. C'est une nouvelle source supplémentaire qui vient enrichir notre moteur de score encore une fois. Surtout quand on voit encore une fois statistiquement, on vous apporte la preuve que quand on arrive à plus de 6% d'augmentation de taux de défaillance, de prédiction de défaillance, on arrive sur des signaux qui complètent déjà les signaux existants et qui renforcent une fois de plus ce score. Aujourd'hui, faire l'impasse sur toutes les données qui sont à notre disposition, notamment via l'open data, c'est quelque chose de pas sérieux pour un score de prédiction de défaillance en 2020. D'accord. Alors, voyons si aujourd'hui nous avons encore d'autres variables. C'est vrai que CreditSafe publie d'ailleurs sur ses rapports qui sont disponibles en ligne déjà des indicateurs. On parle du DBT score, de l'indicateur d'exposition, la limite de crédit. Donc, si on comprend bien, toutes les variables que l'on vient d'exposer renforcent encore plus l'évaluation, permet d'avoir une évaluation plus précise du risque des tiers avec lesquels les entreprises peuvent s'engager. Tout à fait. C'est encore une fois pour compléter ce qu'on vous a exposé en introduction. Le score CreditSafe s'améliore, mais chez CreditSafe, on est une plateforme avec plusieurs produits et plusieurs indicateurs qui viennent compléter vraiment et vous donner une vision à 360 degrés du risque avec plusieurs indicateurs. Donc forcément, on a toujours notre limite de crédit, un indicateur phare qui est une limite discrétionnaire à partir de laquelle on conseille à nos clients de prendre des précautions ou au moins on alerte sur le fait qu'on pense qu'il peut y avoir un risque en termes de trésorerie. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très important de continuer à suivre. Ensuite, on a le score de paiement aussi, le DBT score, qui représente quand même plus d'1 200 000 entreprises sur lesquelles on a un score de paiement et qui est un indicateur supplémentaire déjà, comme on l'a vu sur la chaîne de valeur de la prédiction de défaillance, qui peut déjà être en amont, qui peut déjà être un signal précurseur d'une défaillance. Donc, CreditSafe, c'est un ensemble de données qui, mis bout à bout, vous donne effectivement une vision pertinente d'une situation économique d'une entreprise. Et enfin, effectivement, on ne peut pas, comme je vous le disais aussi au tout début de ce webinaire, on ne peut pas passer à côté des situations exceptionnelles, même si d'un point de vue statistique, il n'y a pas de sens, ça n'a pas un sens, on va pas observer une période exceptionnelle. Mais encore une fois, une entreprise sérieuse comme CreditSafe ne pouvait pas laisser ses clients les yeux bandés dans cette crise, même si il y a encore pas mal d'interrogations. Mais en tout cas, on a fait le choix de vous développer rapidement dès le mois de juin cet indicateur qui a deux niveaux, l'indicateur d'exposition côté activité, donc là, qui est régulièrement mis à jour avec les publications officielles de l'INSEE notamment, plus les indicateurs liés à des ratios financiers, essentiellement à la performance, essentiellement liés à l'entreprise, qui nous, de notre point de vue, vont permettre de supporter mieux que d'autres entreprises la crise. Donc, ces indicateurs viennent s'ajouter à notre score de prédiction de défaillance. Ils sont toujours cruciaux et ils complètent l'offre produit CreditSafe. Effectivement, tous nos confrères ne sont pas au même niveau de complétude d'information que nous et c'est un point fort qu'on continue de soutenir et d'améliorer. Oui, merci Rodolphe. Merci Vincent. Donc, effectivement, nous retiendrons donc, les signaux, la valeur ajoutée donc, sur le nouveau score CreditSafe. Rappelons les actions en justice, les capitaux propres, le suivi privilège, l'analyse des ratios financiers, les retards et délais de paiement, les sanctions. Tout cela vient donc s'ajouter aux indicateurs qui sont déjà en fait utilisés et en ligne sur les rapports CreditSafe, comme le DBT score qui est effectivement exprimé en nombre de jours de retard au-delà en fait de l'échéance d'une facture, l'indicateur d'exposition qui est construit sur la base de deux informations, deux facteurs. Un, on prend en considération le secteur d'activité de l'entreprise. Deux, on analyse 4 ratios financiers pour avoir vraiment une vision beaucoup plus claire des liquidités, de la performance, de la balance et également de la capacité d'investissement des entreprises. Et le dernier, la limite de crédit. On comprend bien que tout ça, toutes ces informations permettent aux entreprises d'avoir une analyse précise et pertinente du risque
qu'elles peuvent avoir à s'engager avec un tiers. Voilà. Donc maintenant, passons, Rodolphe, une fois qu'on a vu tout ça, comment CreditSafe accompagne concrètement, enfin opérationnellement parlant, les clients pour évaluer, enfin pour mesurer justement déjà la différence qu'il va y avoir dans leur portefeuille ou leur base de données. Alors effectivement, dans toute bonne conduite de projet, il y a forcément la phase d'accompagnement. CreditSafe est un acteur de terrain qui accompagne toujours ses clients dans ses projets. Nous sommes conscients que le changement d'un score peut avoir un impact chez nos clients. C'est pour ça que nous avons déjà prévu un rapport avec plusieurs tableaux de bord dans lequel vous pourrez visualiser les changements à venir. Donc, sur simple demande à votre conseiller client, ou vous appelez notre service support, sur simple demande, CreditSafe s'engage à vous fournir ce genre de document que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Je vais vous la détailler pour un gain de compréhension. Donc, en l'occurrence, nous avons choisi la carte de chaleur, hein, le heat map pour les plus avertis d'entre vous. Donc, la carte de chaleur qui va reprendre les scores actuels sur l'échelle internationale, hein, les scores de A à E, comme vous pouvez voir sur votre gauche en ordonnée ou verticale pour ceux qui ne sont pas rompus aux données matricielles ou mathématiques, et en abscisse, donc sur l'horizontale, vous voyez la projection sur les nouveaux scores. Donc la carte de chaleur va mettre en relief tout de suite les zones en fait sur lesquelles vous allez avoir la majeure partie de votre migration. Là, en l'occurrence, sur cet exemple qu'on vous montre, la carte de chaleur identifie qu'on a la majorité des scores de A à B qui restent dans le A à B, et donc on peut voir facilement que les impacts sont mineurs, notamment avec cette petite jauge sur la droite, cette flèche qui vous indique un petit peu la densité en fait d'entreprise. Donc on vous a parlé de révolution CreditSafe en termes de gestion de la data avec ces technologies liées à l'intelligence artificielle. On n'a pas parlé aussi, là effectivement on vous a montré quelques points forts, mais bien sûr ces points forts s'agrègent avec d'autres indicateurs. On ne vous révèle pas aujourd'hui notre savoir-faire, mais il y a beaucoup d'autres variables qui viennent s'ajouter à ces indicateurs pour former un nouveau score. Néanmoins, on reste sur une évolution. Normalement, et effectivement, si on n'était pas sur une évolution, ça voudrait dire que notre ancien score n'était pas assez performant, et ce n'est pas le cas. Donc, dans tous les cas, nous, à l'aide de ce document, on va vous aider, on va vous accompagner dans la conduite au changement, au besoin, forcément, c'est à vous de vous manifester, mais on est d'ores et déjà prêt pour vous produire cette matrice, cette carte de chaleur sur votre portefeuille de surveillance, ou alors sur d'autres sirènes, un ensemble de sirènes que vous souhaiterez étudier. J'en profite donc aussi pour rappeler, alors peut-être que Diane, tu voulais en parler plus précisément, de notre bilan de santé aussi qui peut venir compléter cette migration de score, ce rapport de migration de score. Oui, effectivement. Donc, en termes d'outils, comment on accompagne en fait les clients? On propose de faire des audits ou ce qu'on peut appeler également une photographie en fait du changement dans les bases de données ou dans les portefeuilles. Donc là, on l'a vu, c'est la matrice qui permettra la migration en fait de l'ancien score vers le nouveau score. Combien d'entreprises vont être impactées dans vos bases de données ou dans vos portefeuilles, mais également on va plus loin chez CreditSafe puisque très rapidement, dès le mois de mai, nous avons proposé aux clients de pouvoir cartographier le risque dans leur portefeuille ou dans leur base de données. Cette matrice donne en fait la possibilité d'identifier jusqu'à 20 profils de risque, c'est-à-dire de classer les entreprises selon 20 profils de risque qui vont du rouge au vert. Et pour chacun des profils, en fait, une action peut être menée. Donc, par exemple, ici, effectivement, sur des entreprises qui ont un profil de risque très faible de défaillance, analysé par tous les critères qu'on a vus, toutes les variables sont reprises derrière dans cette analyse. Vous voyez qu'ici, on rend en fait un compte-rendu global de l'analyse du risque qui est porté à la fois avec le score de défaillance, à la fois sur le suivi privilège, les contentieux, le comportement de paiement. Voilà, ce qui fait que derrière, vous pouvez sécuriser en tout cas vos portefeuilles, vos bases de données et donc, par conséquent, votre activité est de maximiser en fait, de travailler avec des tiers avec lesquels vous êtes le plus en sécurité. Voilà.
Donc, aujourd'hui, nous vous avons présenté donc le nouveau score CreditSafe. Effectivement, je confirme parce que j'ai vu sur le chat que la question a été posée plusieurs fois. Cette conférence est enregistrée. Vous allez donc recevoir un mail de remerciement avec la présentation et le replay. Le replay sera également disponible depuis le site CreditSafe. Sachez qu'également, comme on vous l'a dit, c'est une avant-première. Le score sera lancé d'ici le mois de janvier. Alors, pourquoi nous avons fait une avant-première? Eh bien, c'est parce qu'on souhaite vous tenir informés. Comme on l'a vu, on a développé des outils pour justement vous accompagner. Donc, ça va permettre effectivement de pouvoir anticiper cette migration pour vous. Et puis, dès janvier, vous pourrez retrouver de toute façon toute l'actualité CreditSafe. Nous referons un webinaire sur le score pour expliquer, encore une fois, cette modification. Et puis également, probablement pour suivre aussi les dernières tendances, les dernières analyses sur la situation au travers du baromètre CreditSafe qui est publié tous les trimestres. Voilà. Alors, voilà pour le mot de la fin. Est-ce que Rodolphe, Vincent, Damien, vous souhaitez apporter quelques précisions, enfin, ou un mot de la fin, dirons-nous? Oui, simplement, on a eu pas mal de questions. Alors on est parfois comparé à certains confrères, c'est le challenge. J'insiste quand même sur la donnée qu'on utilise et sur laquelle on investit en amont pour arriver à ces nouvelles cartes de score. C'est-à-dire qu'on parle, on a une remarque sympa d'un client, je vous en remercie, concernant la différence entre nous et certains de nos confrères et nos confrères en matière de privilèges. Je pense pouvoir dire de façon assez certaine que en suivant plus de 200 000 structures, on est au moins 2 fois plus que le premier de nos concurrents. Donc, il y a une différence massive entre l'investissement qu'on réalise en matière de données de comportement qui sont extrêmement importantes en matière de prédiction de défaillance et celles que les montants investis par nos confrères. J'ai donné un exemple des montants additionnels qui correspondent, je pense qu'il y a 5 ans ou 6 ans, on était à peu près au niveau de nos confrères, on investit à peu près 4 millions de plus que sur ces données privilèges et pouvoir ajouter, on va dire c'est important, mais on est extrêmement transparent dans ce que l'on fait. C'est important parce que ça permet de faire la différence entre ceux qui disent avoir des choses qu'ils n'ont pas et ceux qui vraiment ont mis les moyens. Donc, on est les seuls à investir autant en matière de données de comportement de paiement, que ce soit à travers le programme d'échange de comportement qui aboutit à un DBT, que ce soit à travers le travail effectué sur les contentieux, à travers également l'information issue des privilèges et puis à travers l'ensemble des autres partenaires qu'on a et notamment d'investigation qui permettent vraiment de faire de la dentelle sur notre base. Donc, c'est vraiment un investissement assez considérable pour arriver à la fin à avoir une donnée sur laquelle on va pouvoir travailler et ensuite sortir ces nouvelles cartes de score. Donc, ça, c'est vraiment important. Encore une fois, on n'a pas souhaité changer les cartes de score au plus fort de la crise l'année dernière en septembre. C'est l'engagement que vous avez pris au sein de la FIGEC. C'est aussi une volonté au niveau de CreditSafe du groupe, CreditSafe, de ne pas sortir de cartes de score à ce moment-là. On a décidé, parce que la crise s'éternise, mais néanmoins, donc il y a quand même je pense qu'on va en sortir au niveau du confinement, etc. J'espère assez prochainement, de lancer ces cartes de score en début d'année prochaine. Voilà, donc on met en place pas mal de moyens aussi pour vous permettre de suivre et de voir l'évolution de vos cartes. C'est-à-dire de voir les grandes masses, en fait, les clients qui vont passer du rouge au vert, du vert au rouge, si on prend cette notion de feu tricolore, ça c'est important pour vous. Aussi, pour votre lecture, à vous, et 2, pour la communication auprès de vos équipes. Cette matrice que vient de vous présenter Diane, c'est vraiment un élément intéressant qui vous permet là aussi d'agir. On a faut savoir qu'on a eu, je sais plus si tu l'as dit, mais je pense qu'on doit être à 700 fichiers maintenant environ qui sont on peut dire de bêtises, mais on doit être à peu près à ces chiffres-là qui sont produits pour nos clients. Donc ça a vraiment été utile. Voilà, avec un petit plan d'action derrière. Après, chacun, et vous connaissez vos métiers, votre métier doit avoir son plan adapté à son entreprise. Voilà, on est évidemment ouvert en matière de communication. Si vous souhaitez qu'on rentre plus dans le détail, vous avez un responsable de compte et on est tous disponibles, les équipes de Rodolphe, Diane, moi-même, etc., pour pouvoir vous rencontrer. Pour échanger autour de ces nouvelles cartes de score. On est toujours évidemment à votre écoute et encore une fois, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Non, je pense que tu as été très exhaustif, Damien. C'est vrai qu'on pourrait rentrer, c'est un sujet tellement passionnant dans lequel on pourrait rentrer dans le détail.
En tout cas, comme je l'ai dit en préambule, c'était un réel enrichissement pour moi de piloter une équipe internationale et de livrer des choses aussi intéressantes entre l'intelligence artificielle et les variables et leur réalisation statistique, et avec la conviction que ce score passe à un échelon supérieur. Donc, on a hâte de faire découvrir ça à tous nos clients. Eh bien, écoutez, merci. Merci Vincent, merci Rodolphe, merci Damien. Je remercie également toute l'audience. On a eu énormément de monde aujourd'hui. Merci à tous d'être présents. Et puis, très vite, nous revenons dès le mois de janvier avec plus d'informations. Voilà. Écoutez, merci à tous. Merci. Excellente fin de journée.